tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode d'ailleurs, vous allez être surpris de la qualité de la réception et de ce podcast, malgré le fait qu'à nouveau Gab a décidé d'aller voir nos chers auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique. Donc Gab se trouve en France, dans la République, pendant que je suis toujours au Québec. Donc on fait un peu comme on vous souviendrez, là, une bonne partie de la fin de l'année passée. Le Gab a passé quelques mois en Europe. Donc on maintient malgré tout un podcast par semaine comme on le désire, malgré le décalage horaire de 6 heures et bien évidemment la réceptivité Internet qui n'est pas toujours parfaite. Donc pour l'instant, tout semble plutôt bon. On vous fait un épisode en mode au son de la cloche et l'instant économie. Donc deux sujets assez intéressants. Avant de te passer la parole d'ailleurs, Gab, là, pour le petit disclaimer, je voulais quand même faire un petit point, un petit pont sur l'épisode de la semaine passée. Donc, on vous l'avait dit, des choses, je crois qu'on l'avait mentionné dans le cadre du podcast, qu'il allait avoir probablement beaucoup de nouvelles, et il y en a eu beaucoup. Je fais quelques petits astérix par rapport à ce qu'on a dit. Donc, Musk finalement a décliné, ou même techniquement n'a pas eu de siège au final au niveau du board. De mémoire, il avait décliné sa présence ou le fait d'y siéger. Et quelques jours plus tard, après cette nouvelle-là, on a vu effectivement son offre hostile. Qui est une offre quand même assez... certains vont la débattre, là, mais une offre qui est quand même assez intéressante en termes monétaires. On ne veut pas faire l'épisode d'aujourd'hui là-dessus, bien évidemment. Là, vous savez, j'ai un intérêt pour ce que Elon Musk fait, mais je ne veux pas non plus devenir un podcast à 100% sur ce qu'il fait. Mais encore une fois, là, quand même assez surprenant, on en avait parlé. Là, son acquisition était significative, mais là, de faire une offre hostile pour acheter la totalité et même privatiser Twitter a fait encore plus de remous que la première nouvelle qu'on a fait dans le podcast la semaine passée. Ça va être intéressant de voir. Il y a eu le concept, et Gab t'en avait parlé dans un autre épisode, le Poison Pill qui a potentiellement été activé par le board. Donc il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on n'aura pas le choix, et à mon grand plaisir, on n'aura pas le choix, je crois, d'en refaire un épisode dans les prochaines semaines, dépendamment de ce qui se passe avec cette fameuse offre-là, s'il y a des contre-offres, etc. Je crois que c'est loin d'être terminé, cette histoire-là, mais je voulais quand même faire un petit topo là-dessus, là, sur le fait qu'il y a eu quelques changements par rapport à la situation du podcast de la semaine passée. Oui, donc c'est ça, ne nous en voulez pas, effectivement, si les infos ont pas mal changé entre-temps, hein, puisque, on passait d'une transaction où on est à actionnaire minoritaire, en fait, vers un actionnaire là, qui serait majoritaire, là, qu'en fait 100% des parts. Euh, c'est plus du tout la même game, là, c'est plus du tout les mêmes enjeux, etc., les mêmes enjeux de gouvernance, par exemple, qui sont pris en compte. La question qui va être à observer durant les prochaines semaines, c'est qu'est-ce que va dire le board de Twitter par rapport à l'offre. Est-ce qu'ils vont être satisfaits ou est-ce qu'ils vont rejeter l'offre et recommander en fait aux actionnaires de ne pas voter pour. Étant donné qu'il s'agit d'une tender offer, donc c'est-à-dire qu'une offre ferme, Elon Musk pourrait en fait récupérer quand même une part importante en fait de l'entreprise. Donc il se pourrait qu'il ait moins de 100%, mais qu'il ait un certain pourcentage lui permettant, si tu veux, d'avoir un board plus favorable en fait et avoir si tu veux, un nombre de votes suffisant. Mais comme on l'avait dit dans l'épisode précédent, et je vous invite à le réécouter si vous le souhaitez, les mêmes choses, en tout cas les mêmes mécanismes de gouvernance s'appliquent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action multivotante chez Twitter, donc c'est vrai que t'as pas ce problème comme il peut y avoir chez Facebook où c'est fini. Là. Enfin bref, fin de la parenthèse, mais pour dire qu'en fait ce sujet-là, il est loin d'être fermé, puis je pense qu'il va continuer à nous intéresser, tu l'as bien dit JP, dans les prochaines semaines. On revient effectivement avec un sujet un peu plus classique aujourd'hui, avec un son de la cloche, instant économique que tu vas voir, en tout cas que vous, auditeurs, allez voir, et pas mal concentré économie, là, ce que je trouve assez intéressant, parce que ça fait un petit bout qu'on n'en a pas parlé, là, en tout cas qu'on n'avait pas eu un accent aussi fort sur l'économie, puis plus sur le côté macro. On va profiter justement du contexte aussi si particulier, tu veux, des marchés qui quand même sont un peu dans le rouge ces dernières semaines, là, mais comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Et le disclaimer de cette semaine va avoir un peu moins d'importance, même si aujourd'hui, évidemment, tout ce qu'on parle, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, vous le savez toujours. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, conseiller financier, fiscaliste, comptable, quiconque est autorisé afin d'effectuer les meilleures recommandations. Et vous, seuls ces professionnels-là seront en mesure, en tout cas, de pouvoir vous recommander les meilleurs produits correspondant à vos projets et à votre profil de risque. Exact. Merci pour ce gap. D'ailleurs, je pense que tu aurais peut-être fait du poids là-dessus. Là. Également, merci. On a eu un commentaire, je crois, là, qui était publié. Une très bonne question. Là. Merci de la question et merci à nouveau, Gab, de la réponse. Je l'avais mentionné en off, là, mais je trouvais ça très intéressant, donc on le mentionne d'avance.
Toujours, on essaie d'être réactif en tout C'est temps, là, gentil. même si c'est en semaine là, pour répondre, mais c'était vraiment bien fait. Autant la question que la réponse. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions, à les commenter. On fera la mention à nouveau, comme toujours, vers la fin de l'épisode. Mais d'ici là, commençons le podcast en force avec le premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, premier sujet, encore une fois, un peu lié à un secteur ou à une industrie là, qu'on n'a pas beaucoup parlé en tant que tel, là, qui est fortement imbriqué avec ce qu'on fait et ce qu'on étudie, on ne se le cachera pas, là, en termes professionnels, qui est l'industrie des grandes banques, l'industrie financière plus largement. Cette industrie-là s'est quand même portée extrêmement bien. On va prendre un volet un petit peu sur les banques américaines, mais on ne se le cachera pas, les résultats qui vont être publiés pour à peu près l'ensemble des banques listées en Occident là, vont avoir, selon moi, une performance qui est relativement similaire à ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais c'est un peu de voir. Et la question que je pose, c'est un peu est-ce que c'est la fin d'une époque pour les grandes banques, une époque qui est la période pandémie, on ne se le cachera pas, là, mais les 2 dernières années, depuis justement le mars 2020, les banques s'en sont tirées quand même très très bien. La volatilité des marchés a permis là, de voir des résultats qui étaient records au niveau de la performance. Les profits étaient en hausse, les revenus bien évidemment étaient en hausse. L'efficience quand même des grandes banques américaines, entre autres, était aussi très présente. Donc les coûts n'étaient pas autant en croissance que les revenus. Donc on avait un contexte qui était assez intéressant, assez favorable. Et encore une fois, c'est un secteur qui s'en est très bien tiré. On s'entend et on en a parlé très largement là, qu'il y a eu plusieurs industries qui s'en sont pas aussi bien tirées au niveau de la pandémie, mais le secteur bancaire en a tiré énormément profit. Si on parle de l'industrie plus largement, là, une grande banque américaine, par exemple, avait soudainement des revenus au niveau de ces secteurs de marché financier qui étaient en grande croissance, qui venaient contrer un petit peu peut-être les pertes au niveau commercial et particulier. Donc, il y avait un beau balancement et une belle croissance dans cette industrie-là. On remarque, entre autres aux États-Unis, là, avec la publication des résultats pour les 3 premiers mois de 2022, qu'on parle quand même de baisse assez notoire en termes de pourcentage, bien évidemment, d'une année à l'autre. On ne le cachera pas, là, en tant que tel, les marchés financiers n'ont pas été excellents dans le début 2022, on l'a soulevé aussi fréquemment. Mais si on parle des banques, là, que ce soit les Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, les résultats qui sont publiés, là, un des exemples, je crois, JP Morgan, c'était 42% de baisse au niveau de ses profits pour le premier quart 2022 par rapport à 2021. Donc ça montre quand même de manière assez notoire. Citi, je pense que c'était 46. Morgan Stanley, c'était 11%, relativement bien, on ne se le cachera pas. Et Fargo, c'était 21%. Donc ça vous montre que, encore une fois, c'est le questionnement de dire où est-ce qu'on s'en va avec ça. Les banques ont toujours été quand même, à mon avis, là, un bon indicateur de performance. Et là, c'est de dire oui, c'était des résultats records dans les 2 dernières années. Oui, l'année passée était aussi une performance absolument exceptionnelle pour les grandes banques, mais est-ce qu'on parle encore une fois d'un retour à la normale avec des baisses de ce type-là d'un quart à l'autre, ou est-ce que c'est plus indicatif, encore une fois, d'un certain ralentissement, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit du secteur financier? Donc, il y a plusieurs points d'interrogation qui peuvent être soulevés lorsque les grandes banques affichent des résultats qui sont, encore une fois, en grande baisse. Est-ce qu'ils sont en delà des attentes? Peut-être, Gab, tu pourras faire du poids là-dessus. Il y a quand même un point assez intéressant de dire ces résultats-là sont en baisse. Était-ce au-dessus ou au-delà des attentes des analystes? C'est ça qui vient tout changer au final au niveau de la performance et du titre de ces grandes banques-là. Donc, c'est un petit peu ça la question. C'est est-ce qu'on devrait voir ça comme étant une espèce de une petite interrogation, une petite lumière jaune un petit peu au niveau de la performance, de dire qu'est-ce que les prochains mois nous attendent au niveau des marchés, sachant que les grandes banques semblent avoir un léger frein par rapport à leur performance qui était exceptionnelle dans les dernières années. Là. Après, c'est vrai que c'est un peu, je te dirais, du trading de grand-mère, mais te dire quand c'est au plus haut, bah, c'est le temps de vendre. Enfin bref, c'est toujours très facile de, comment dire, de dire, ah bah oui, c'était le moment de vendre, etc. Faut avouer que si on regardait effectivement au niveau des multiples, ça faisait effectivement, on commençait à sentir évidemment la correction potentielle qu'il y avait au niveau des principales banques américaines. Bon, on peut les nommer, hein, ce qu'on appelle les US Mega Bank, donc c'est Bank of America bien évidemment, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, etc., qui sont en fait les titres principaux, je te dirais, parmi les plus grandes capitalisations boursières au monde, là, mais on les connaît toutes ces banques-là, et puis évidemment à l'international, vous les connaissez d'autres, hein, mais la Barclays, la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Deutsche Bank aussi, le Crédit Suisse, les UBS, toutes ces banques-là, si tu veux, ont eu évidemment un âge d'or l'année passée, et c'est là où c'est assez drôle à noter, c'est que la concentration de ces revenus-là, en tout cas de la croissance, est faite surtout au niveau de l'investment banking. On rappelle pour nos auditeurs, bon, les banques sont divisées en plusieurs divisions, c'est très large, hein, vous le savez, aujourd'hui,
les banques, tu sais, quand vous rentrez d'ailleurs dans une banque, souvent on peut vous proposer tout type de services, hein, mais bien sûr, évidemment, tout ce qui est les produits de compte, les produits de prêt, etc. On appelle ça le retail banking. Évidemment, les produits d'assurance, qui sont évidemment aujourd'hui des produits qui sont très rentables d'ailleurs pour les banques, donc que ce soit de l'assurance vie, de l'assurance prêt, de l'assurance habitation, auto, etc., bateau, enfin, vraiment, tu peux assurer même tes bijoux et même ton PC portable, enfin, tu vois, c'est assez large ce segment-là. Le segment qu'on appelle le wealth management, donc ça c'est la gestion d'avoir, donc ça c'est beaucoup plus des revenus qui sont liés au niveau des frais de gestion, les frais de tenue de compte en fait de ces produits-là. Bon, vous le connaissez probablement quand vous avez un banquier privé, etc. Bah, c'est un peu cette division-là qui fait de l'argent là. Et je te dirais l'investment banking. Et l'investment banking, c'est évidemment les transactions avec des grands émetteurs. Donc c'est la création de nouveaux titres, le placement de ces nouveaux titres auprès d'investisseurs. Donc c'est un peu le banquier en fait des grandes entreprises en fait. C'est eux qui permettent d'accéder, de créer en fait du financement puis du capital en fait à investir dans les entreprises. Donc elles sont cruciales. Et c'est vrai que bon, la plupart des grandes banques américaines ont connu une performance exceptionnelle parce que on sait que c'était une année très forte en IPO, une année très forte par exemple en rachat d'actions, des années qui ont été exceptionnelles au niveau des SPAC aussi. On en avait parlé un petit mot il y a quelques temps, même si bon, les banques sont un peu plus réticentes, si tu veux, au niveau de ce milieu des SPAC. Mais bon, c'était une année très engageante sur les marchés financiers. On a vu de nouvelles entreprises arriver et de nouveaux titres. Moi, je pense le meilleur exemple, c'est par exemple c'est Coinbase. On en a tous entendu parler quand ils sont arrivés à la bourse. Et tu vois, bon, ils ont connu ou Robinhood, par exemple. On en avait parlé aussi dans le podcast. C'est toutes des entreprises, tu veux, qui ont été en IPO durant cette période Covid. Et la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que ces revenus ils sont sustainable, comme on dit en anglais. Est-ce qu'ils sont permanents? Est-ce qu'ils vont permettre en fait de se répéter dans le futur? La réponse est non, tu vois. On pense, la plupart des analystes avaient déjà prévu, si tu veux, la baisse de ces revenus-là, parce que quand ça atteint un niveau qui paraît déraisonnable par rapport à la demande de long terme, bon, tu penses à une réversion en fait vers la moyenne. Hein. C'est une règle mathématique toute simple, mais bon, tout ce qui a tendance à s'éloigner trop du tas, souvent tu as tendance à s'éloigner, tu vois, à disparaître. Et je pense que c'est ce qui est arrivé, en tout cas avec les revenus de investment banking. Et aujourd'hui, on est dans une perspective aussi où le contexte économique n'est plus du tout le même. On était dans un contexte où on allait chercher de la liquidité dans les marchés en injectant de l'argent gratuit. On l'avait bien vu avec la Fed qui fait quasiment... avec Powell, tu vois, avec des prêts à zéro, enfin, tu vois, des prêts garantis même par l'État, à une situation où aujourd'hui les banques sont de plus en plus réticentes à prêter. On sait que les taux d'intérêt vont augmenter, même si ça peut avoir un impact positif sur les cash flows d'une banque, parce que quand les taux remontent, souvent les marges d'intérêt remontent. On sait que donc la différence entre ce que la banque prête et la banque paye à ses déposants, elle augmente en moyenne. Et quand même, il y a d'autres risques qui sont à prendre en compte. Je dirais le premier, tu l'as mentionné très rapidement, c'est les provisions sur perte. Parce que tu sais, quand les taux d'intérêt augmentent, souvent les émetteurs, en tout cas, ils ont tendance à avoir un peu plus de mal à repayer. Quand tu te retrouves, tu payais, je sais pas, 2% en Covid et maintenant tu payes 5,5%, c'est un autre problème. Et la plupart des banques ont commencé à charger beaucoup plus cher, si tu veux, sur un prêt, en prévision d'une augmentation des taux. Tu vois, la Banque du Canada, par exemple, a annoncé, je crois que c'était la semaine passée, une augmentation de 50 points de base. Ils avaient déjà augmenté de 25 points de base par rapport au plus bas de la Covid. Donc, ce qui fait que maintenant, on a un taux directeur de 1%, si je ne m'abuse, au Canada. La Fed a été beaucoup plus patiente. J'ai l'impression que Powell est un peu... on en a pas mal critiqué, d'ailleurs, dans un des derniers épisodes. C'est ça qui est assez drôle. Peut-être son manque peut-être de courage, en fait, à augmenter les taux assez rapidement. C'est vrai que c'est une doctrine qui va évidemment vraiment pas bénéficier aux entreprises qui vont devoir se retrouver à payer beaucoup plus cher, en tout cas sur leurs prêts. Donc la question est de savoir aujourd'hui comment les banques vont gérer effectivement ce nouveau contexte économique. C'est compliqué, il y a des pour, il y a des contre, tu vois, et qui fait que évidemment tu peux pas faire, il faut que tu fasses attention parce que ce sont des organisations tellement importantes que tu peux pas te permettre de jouer avec le feu avec là. Exact. Puis tu sais, pour l'instant, comme on disait, tu as soulevé plusieurs bons points. Le constat pour le Q1 est quand même assez intéressant que malgré, encore une fois, les résultats au niveau des revenus et des profits qui sont en baisse,
Ils ont quand même, la majorité des banques ont battu justement les estimations des analystes au niveau, par exemple, des earnings per share. Là. Ah Je bah sais, comme entre autres, quoi. on peut soulever genre Citi qui était à 2,02, alors que les analystes forecastaient du 1,43. Donc on s'entend que du 2,02 par rapport à 1,43, c'est quand même assez bien battu au niveau des prévisions des analystes. Il y avait également, là, je pense que c'était Fargo avait fait un 88 cents per share par rapport à 80 des analystes. Donc techniquement, encore une fois, les résultats ont fait un petit peu le saut. Mais pour l'instant, je crois que ce qui est bien, c'est que ça confirme que les analystes voyaient même pire, si on peut dire, au niveau de la performance. Donc, c'est pour l'instant des bonnes nouvelles. Tu l'as dit, par contre, c'est certain que le fait que les taux directeurs vont être appelés à la hausse, on s'entend que c'est pas caché. Là. Je crois que Powell, c'est assez évident que la prochaine rencontre de la Fed, la prochaine annonce de la Fed, qui se passe, je crois, au début de l'été, va être également là, une annonce qui va venir un petit peu rattraper les autres banques centrales. Tu l'as dit, la Banque canadienne l'a fait mercredi dernier. Et la cible, encore une fois, et un petit peu, ça semble être le cas. On parle de monter vers du 2% à la fin de l'année. Là, ça semble être à peu près une évidence que peu importe quel va être le modèle des différentes banques centrales au niveau des hausses, que ce soit soudainement une hausse de 0,75, on ne le sait pas, là, on s'entend, c'est par agrégation toujours de 25 points de base. Donc il y a toujours cette question-là, mais on semble s'aligner sur le fait que effectivement le taux directeur va être considérablement plus haut que ce qu'on était au tout début de l'année, bien évidemment. Qui dit taux directeur plus élevé, tu l'as dit, bon oui, il y a le côté peut-être des prêts qui peuvent encore une fois devenir plus rentables, mais toujours, tu l'as dit, de bien se réfléchir à les banques ne vont pas en émettre autant de par le risque justement de provision, tu l'as bien soulevé. Et de l'autre côté, il faut quand même rappeler que qui dit en général une augmentation du taux directeur, c'est pas forcément la meilleure chose pour l'effervescence du secteur des équités. Les stocks en général, le marché des stocks, n'y gagne pas forcément, ne continue pas à avoir une effervescence aussi intense qu'il y a lieu dans les 2 dernières années. On s'entend, le taux directeur était à peu près nul, il était nul aux States, si je ne me trompe pas. Et on a vu des marchés boursiers qui ont eu des performances absolument exceptionnelles. Les taux directeurs en général, ça favorise d'autres, encore une fois, classes d'investissement, ça c'est certain, on ne se le cachera pas. Mais c'est certain que ce qui a rapporté énormément au niveau des banques dans les dernières années, que c'était les marchés justement des stocks, va être appelé à ralentir un peu. Donc c'est certain que pour l'instant, l'intérêt est quand même assez notoire. Je pense que on le dit tout le temps, s'il y a des personnes qui s'y intéressent, de suivre les résultats qui se passent dans les différents quartiles, très intéressant autant pour votre réflexion, pour votre analyse et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de bon matériel à faire. Je crois, et moi j'aime beaucoup suivre ce qui se passe au niveau des banques, parce que je crois que c'est effectivement on le sait, là, en général, c'est du blue chip, c'est du rendement relativement progressif. Exact. Donc lorsqu'on voit des mouvements qui sont un petit peu significatifs dans les états financiers des banques, il y a une réflexion à se poser, comme on a dit, mais pour l'instant, moi je le vois quand même de manière assez favorable. Comme je dis, je fais confiance aux analystes. Si les analystes avaient des scénarios qui étaient quand même un peu en deçà de ce qui a été atteint, et encore une fois, comme on l'a dit, un peu en deçà, on en a parlé, là, c'était quand même relativement bien pour les earnings per share. Je me sens quand même relativement bien pour l'instant. Encore une fois, et on l'a dit, le contexte peut être extrêmement changeant pour le prochain quartile. Le Q2, lorsqu'il va se terminer, c'est certain qu'on n'a même pas effleuré ce qu'on a parlé pendant plusieurs fois, la crise en Ukraine, etc. C'est certain qu'au-delà du taux directeur, qu'au-delà de l'inflation, qu'au-delà des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement, c'est certain que l'instabilité liée à l'Ukraine et l'instabilité liée à ce qui se passe présentement peuvent vraiment du tout au tout changer absolument qu'est-ce qui se passe. Donc c'est certain qu'il y a un questionnement à se faire, mais aller lire un petit peu, aller décortiquer peut-être les états financiers qui peuvent sortir sur les banques, surtout les banques américaines. Je pense qu'il y a du très bon matériel pour que vous puissiez le regarder. Ouais, si je peux rajouter juste une dernière réflexion avant qu'on passe au deuxième segment, JP, si tu le permets. Il y a quand même quelque chose à relativiser, en tout cas dans les dernières performances, en fait, au niveau des banques. C'est que par rapport au marché, quand même, les banques s'en sortent pas trop mal, tu vois. Ils font mettre même une performance relative par rapport au S&P 500 qui est supérieure, tu vois. Le marché, enfin là je te parle évidemment depuis, en fait on tourne le jour de Pâques, d'ailleurs on vous annonce, c'est pour ça que ça a été un peu compliqué, tu vois, aujourd'hui, là, on s'en excuse, je pense on va être capable de le sortir en tout cas le lundi matin sans trop de problèmes, là, mais tu vois, depuis à la date de clôture, je pense que c'était jeudi, étant donné que vendredi était fermé, Vendredi, ouais. on a perdu 8,42% sur le S&P 500, alors que de l'autre côté, notre S&P 500 Financials, qui est notre sous-indice qui s'intéresse à tout le secteur financier en incluant les banques et les assurances et les fintech, tu vois, il ne recule que de 5,64%, donc en incluant les dividendes aussi, mais je pense que bon, on peut les ignorer étant donné que c'est pas grand-chose par rapport à dans le cas, en tout cas dans les deux indices là, mais ça prouve quand même que les banques elles ont tendance à être un peu plus résilientes. Certains analystes ont tendance à dire les banques elles sont très cycliques parce que elles s'adaptent évidemment au cycle économique. Les gens payent moins leurs prêts
quand l'économie va mal, les gens ils sont en difficulté financière, ils ont de la difficulté à payer. Mais d'autres diraient que quand même les banques sont tellement des organismes régulés et des organismes stables, dans le sens où ils ont des mécanismes de protection tellement sécurisés qu'ils sont capables de faire face aux aléas, si tu veux, de la vie. Ils ont des critères qu'on appelle les critères de Bâle, on ne rentrera pas trop dans les détails, mais qui permettent d'être souple justement dans des périodes où on a besoin de liquidité et d'être beaucoup plus conservateur dans les bons moments afin d'éviter d'avoir un effet cyclique. Donc on a cette approche contracyclique dans le côté de la régulation bancaire et qui fait qu'aujourd'hui, les banques elles ont quand même une stabilité qui est assez impressionnante et tu vois, elles ont une diversification de leurs produits qui est impressionnante. C'est ce que j'allais ajouter, ouais. Parce qu'un nivellement, ça finit par un nivellement, comme tu l'as dit, pour toutes ces raisons-là. C'est vrai que les périodes de hausse comme les périodes de baisse seront jamais aussi majeures que ça serait pour d'autres industries, tu l'as dit. C'est exactement la base même de la diversification. Ça reste financier, tu l'as bien parlé. L'assurance va continuer à amener des revenus, peu importe ce qui se passe dans les marchés. On l'a dit, la période de volatilité épouvantable, les banques d'investissement faisaient de l'argent sans bon sens dans les dernières années. Et présentement, comme on l'a dit, il y a de l'argent à faire, par exemple, dans le secteur commercial particulier au niveau des prêts. Donc, c'est vrai que c'est quand même beau le fait que la régulation et la diversification amènent vraiment un peu plus de stabilité. Tu l'as dit, le S&P 500, il faut quand même soulever. C'est toujours la même logique. Les technos continuent à, étonnamment, avoir du plomb. Là, c'est absolument ridicule. Mais bon, ça, c'est les joies du S&P 500 qui est dur à suivre présentement. Il est un petit peu triste à suivre en termes de courbe depuis le début de l'année. Ouais, puis je te dis, c'est vrai que cette diversification, c'est quand même une bonne chose, en fait. Nous, en tant que clients, parce que on s'attend à ce que le lendemain, quand on se réveille, que notre compte en banque soit pas vide, là, mais je te dirais, c'est une bonne chose aussi justement pour stabiliser un portefeuille. Donc, tu vois, c'est quelque chose que certains investisseurs recherchent, des gens qui veulent être stables, tu veux, ça fait longtemps qu'ils font confiance à leur banque, tu vois. Et tu vois, même des banques ont connu, si tu veux, des aléas un peu compliqués. On avait parlé un peu de Wells, mais c'est des organisations qui sont stables, si tu veux, qui sont tellement surveillées que bon, tu peux pas jouer avec le feu n'importe comment. Faut dire, il y a tellement eu des cas précédents qui ont tellement endommagé, si tu veux, la réputation de l'industrie. L'exemple le plus probant, c'est Lehman, en fait, en 2008. Et aujourd'hui, on est dans une période où, si tu veux, les banques, on les surveille quasiment à tous les jours. Et les analyses sont évidemment très tintilleux, évidemment, sur les chiffres qu'ils font. Et dernière info, puis je te promets, on rend l'antenne pour le premier segment, là, mais il va falloir surveiller de très proche. 3 mai prochain, on a la réunion du FOMC, donc le Open Market Committee, donc avec Powell, donc pour la Fed. Puis le 14 et 15 juin, c'est pareil, il va y avoir une deuxième réunion aussi. On va savoir est-ce que les taux vont finalement augmenter. Mon petit doigt me dit que ça y est, ça va commencer à bouger parce qu'on a vu que le Canada a monté. Et tu vois, justement, ça va être une belle ouverture pour le deuxième segment, étant donné qu'on va parler dans l'instant économie de plus en détail de ça. Exact. Donc encore une fois, continuer à lire là-dessus. En fait, ça va être une belle période pour parler du secteur financier qu'on a un petit peu mis de côté, étant donné que c'était en croissance, mais il y a quand même beaucoup de bon matériel à venir pour les mois prochains. Mais effectivement, passons à notre deuxième segment, l'instant économie. Parfait. Donc un sujet, encore une fois, en tant que Canadien, je devais mettre ça de l'avant. Là, on veut vous parler un petit peu de l'économie canadienne, encore une fois. La question, c'est est-ce que l'économie canadienne se porte à plein régime présentement? On va vous expliquer un petit peu pourquoi. Je pense qu'il y a des complexités dans l'économie canadienne qui la rendent quand même assez unique en tant que telle. Donc on s'entend, le Canada reste un pays développé, reste un pays sur lequel l'économie du service, les industries du service ont un énorme impact, bien évidemment, sur la performance globale, mais les commodités sont probablement le point, à mon avis, de contingence. Là, on ne parlera pas encore une fois de sujets environnementalistes aujourd'hui, mais il y a un petit peu, on ne se cachera pas, on va crever l'abcès tout de suite. Là, il y a un petit peu un double visage dans ce que notre gouvernement met de l'avant au niveau de la protection de l'environnement et au final les subventions et l'intérêt d'assurer que l'économie, entre autres du pétrole et des sables bitumineux, mais plus généralement les commodités, puissent être extraites au Canada et puissent être exportées, surtout lorsque les cours sont aussi favorables qu'on le connaît présentement. Donc c'est un petit peu une réflexion sur justement ce qui s'est passé cette semaine. Donc comme on l'a dit, le mercredi, le Canada a augmenté son taux directeur, quelque chose, vous vous souviendrez là, ça fait plusieurs mois que j'arrête pas de dire qu'il faudrait qu'on commence à y penser. Au final, on se retrouve avec justement une inflation qui bat des records à chaque mois. Donc comme tu l'as dit, Gab, on a augmenté de 0,5% au niveau du taux directeur, ce qui est une bonne chose selon moi. Ça commence plutôt bien. Le gouverneur de la Banque du Canada également, dans cette occasion-là, et un petit peu en termes PR à mon avis, là, un petit peu moussé
le fait que l'économie canadienne se porte quand même plutôt bien présentement. Je vous nomme quelques points, puis Gab, tu pourras ajouter effectivement. C'est certain qu'un petit peu comme c'est le cas partout, le Canada se porte quand même assez bien au niveau de l'emploi. Donc on n'est pas dans un contexte de plein emploi, mais le taux de chômage est extrêmement bas. La stratégie du Canada, qui encore une fois était un petit peu débattable à certains niveaux, d'avoir des assouplissements liés à la pandémie qui étaient beaucoup plus progressifs, entre autres que nos voisins du Sud, les États-Unis, a étonnamment eu un impact quand même assez favorable sur l'emploi. Donc on se retrouve encore une fois avec un marché qui est beaucoup plus favorable, non pas pour les employeurs, mais pour les employés, je crois, présentement. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle en tant que telle. Pour ce qui est de se rapprocher d'un idéal de plein emploi économique, ça montre que l'économie canadienne roule à plein régime dans encore une fois, les industries dans lesquelles on est fort. Et on ne parle pas du sirop d'érable en ce début du printemps, là, qui est probablement une des denrées les plus, les plus rapportables pour le Canada. Ça, c'est un petit astérix. En fait, c'est surtout en fait de parler que la productivité se porte bien quand même également au Canada présentement. Et comme on l'a dit, peut-être le point clé, et c'est probablement le point sur lequel on va aussi mettre le plus de temps, c'est le secteur des commodités. Comme vous le savez, la manière dont le Canada est mis en place, la manière dont le Canada fonctionne, c'est plutôt simple. Si les commodités, surtout le pétrole, est élevé, on sait que le pétrole a eu, et on le voit encore une fois en allant faire le fou, j'allais faire le plein de mon véhicule dans quelques heures pour faire un peu de route, et je vous confirme que je vais effectivement penser à vous, chers auditeurs, en ayant la preuve que le prix du pétrole est effectivement toujours bien élevé. Mais qui dit prix du pétrole bien élevé, mais si le baril se porte bien, ben le Canada, en tant que... Je vais te le dire. Ben exact, corrige-moi, peut-être Gab, je me souviens plus, je crois qu'on a le deuxième ou troisième en termes de ressources ou d'exportateurs mondiaux, j'oublie presque à chaque fois, là. Mais on a énormément d'exportations et des exportations qui sont peu coûteuses parce que c'est surtout vers nos voisins du Sud, au niveau des États-Unis, par des pipelines, donc il y a quand même un système qui est très efficient et la manière dont le Canada fonctionne, si l'Alberta peut de manière rentable extraire des sables bitumineux, le pétrole, le produire et l'envoyer vers les États-Unis, on en sort gagnant. Donc le contexte actuel, avec des cours du pétrole qui sont extrêmement élevés, avec encore une fois la capacité du Canada d'extraire de manière très rapide et efficiente en Alberta, très polluante, on ne se le cachera pas, mais très rapide, les sables bitumineux et de pouvoir les envoyer vers les États-Unis qui, s'il y a bien quelque chose, veulent s'assurer d'avoir un approvisionnement en termes d'importation de pétrole qui est stable et quoi de mieux que leurs bons vieux voisins du Nord pour assurer le fait qu'il n'y aura pas de défi dans ce contexte géopolitique qu'on connaît. Le Canada est vraiment dans une position absolument parfaite en termes d'économie qui est, ben, si les commodités vont bien, si l'Alberta se porte bien, toutes les provinces et le PIB global de l'économie canadienne va bien se porter et on s'en sort encore une fois gagnant. Pas en termes environnementaux, on ne se le cachera pas en termes de notre gouvernement qui met de l'avant des politiques pro-environnement, mais qui au final fait des subventions pour avoir des ports en haute mer d'exportation vers l'Europe, entre autres. Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup de potentiel pour l'économie canadienne, mais toujours un potentiel qui est marqué par encore une fois, un bon vieil astérix épouvantable qui est la pollution. Et ça, je crois que c'est important que je le mentionne. Peut-être, Gab, tu peux rajouter des points, mais globalement, c'est une économie qui roule à plein régime présentement, ce qui montre et ce qui a amené le gouverneur de la Banque du Canada à être à l'aise de faire un rate hike de 0,5 qui date de quand même un petit moment qu'on n'est pas allé avec une hausse de ce type-là. Non, ça fait longtemps qu'on est allé aussi haut, en fait, au niveau des montées de taux, au niveau des baisses. On les a connus, là, les 3 baisses de taux consécutives de 0,5 en début de Covid. Mais c'est rare que les montées se fassent autrement que par des points 25, donc des 25 points de base à chaque fois. Alors pour revenir à ton sujet, en fait, oui, tu as bien raison, tu vois, le côté de l'économie canadienne, en fait, a rarement été aussi bien, en fait. C'est ça qui est assez rigolo, en fait, en termes de chiffres de chômage, de croissance du PIB, donc du GDP. Mais il y a certains points, évidemment, qui sont très négatifs, je te dirais, et je pense qu'ils viennent un peu mettre en perspective tout le bilan, le beau storytelling qui nous est raconté. Je te dirais, le premier point, en fait, et tu l'as bien dit, c'est l'augmentation des cours du pétrole. Évidemment, il bénéficie énormément au Canada, qui, selon les données que j'avais, alors ça c'est les données de Wikipédia, vous m'excuserez, je ne suis pas allé aussi loin, là, mais c'est le 4e exportateur mondial en 2020 au niveau du pétrole, et le 5e au niveau du gaz naturel. Et bon, c'est vrai que la décision, tu vois, des plupart des pays européens de dire adieu, en fait, au gaz et au pétrole russe, qui, on sait évidemment, est un des plus gros exportateurs mondiaux en fait, de pétrole et de gaz naturel, et ben, ça va être très important. Important non seulement du côté de la production, mais au niveau de l'industrie du transport de ces ressources-là. On sait que le Canada, pendant des années, a essayé de développer un projet qui s'appelle le pipeline continental, en fait, qui traverserait en fait, depuis l'Alberta
vers en fait l'Est canadien. Donc on sait que la plupart du transport en fait du produit liquéfié, parce que pour transporter du gaz naturel, il faut évidemment le liquéfier dans une usine spéciale et puis envoyer par des bateaux spéciaux, donc des bateaux qui sont spécialisés dans le transport de gaz. Et ben ça va permettre, c'est ça, de pouvoir développer les communautés qui sont le long de ce pipeline, euh, développer les communautés dans les terminaux, donc au port en fait de sortie en fait de ce gaz. On sait qu'il y a un gros projet, je crois que c'est à Terre-Neuve, où on souhaite développer énormément de la capacité en fait d'exportation pétrolière et gazeuse, euh, en tout cas de ces ressources-là qui vont être vraiment stratégiques. Elle se fait évidemment avec un coût écologique, tu l'as bien dit, qui est désastreux, hein. Non seulement la construction d'un pipeline, c'est très moche, hein, on ne va pas se le cacher, mais c'est aussi ça déforeste, tu veux, des habitats qui sont très sensibles et qui sont aussi souvent des zones de peuplement autochtones, tu vois, qui sont des zones en fait qui sont habitées par des gens qui sont là depuis des millénaires et si tu veux, qui non seulement on leur a pris leurs terres durant la colonisation française et évidemment britannique au 16e et 17e siècle, mais tu vois, non seulement en plus tu détruis leur environnement, si tu veux, qui est peut-être leur dernier truc qui leur reste, et évidemment c'est un coût évidemment calamiteux, si tu veux, sur ces communautés-là. Donc, c'est, je pense, un impact qu'il faut prendre en compte, en fait, que les décideurs politiques, évidemment, vont considérer, évidemment, dans l'équation. La force, quand même qui existe au Canada et qu'on n'oublie pas, c'est le système de péréquation. On sait que, quand même, quand tu as une province qui s'en sort très bien, qui va être le cas, par exemple, de l'Alberta et peut-être du Terre-Neuve, qui va être vraiment la gagnante dans le deal, et bah, tu as des systèmes de transfert de ressources économiques, en fait, entre régions pour permettre d'équilibrer et les écarts en fait en temps de chômage puis les écarts en termes de croissance du PIB et qui vont permettre en fait de rééquilibrer en fait les comptes entre les deux. On sait que l'Alberta va être la grande gagnante, on sait que la Colombie-Britannique pour les exports vers l'ouest va être une grande gagnante, on sait que vers l'est probablement Terre-Neuve et les provinces atlantiques vont bien gagner dans le truc. Qui sait qui va peut-être moins bien gagner dans cette période-là? C'est peut-être le Québec et l'Ontario. On sait que c'est des provinces qui sont les plus riches en fait, mais qui ont une économie qui est essentiellement basée sur les services, hein. Tu sais que c'est aujourd'hui la grande question. Peut-être le deuxième hic que j'aurais au niveau de l'énergie, en tout cas sur le point de vue énergétique, c'est quand même les prix commencent à se normaliser. Certes, le baril reste cher, il est au-dessus de 100 dollars américains à l'heure où je te parle, le baril, donc ce qui est quand même très cher. On a connu le baril à quasiment 60 dollars avant le Covid, là, tu vois, dans ces eaux-là. Mais les prix à la pompe ont commencé à diminuer progressivement. Est-ce que c'est grâce à l'augmentation de la supply? On sait que les Américains ont libéré, il y a quelques semaines de ça, la fameuse réserve stratégique qui leur permet de faire baisser les prix. Je pense oui. Il y a un effet qui est fait là-dessus. Il y a aussi une demande, une offre qui est supplémentaire qui a été faite par le fait que les prix ont augmenté. On sait que le Koweït, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe de l'OPEP en fait étaient très contentes évidemment de la nouvelle. Puis tu sais que les prix ont commencé à se renormaliser. Tu vois, les prix à la pompe, tu vois, j'ai quitté mardi, et ça on fait une confidence aux auditeurs, j'ai quitté mardi, l'essence était à peu près à 175 sous le litre. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près à 165 sous, tu vois, dans le Grand Montréal. Donc, malgré, tu vois, la pression qu'il y a sur les prix, bah, ça commence à baisser progressivement. Et je le vois depuis que je suis en France ici, même les prix commencent aussi à baisser à la pompe, même s'ils sont beaucoup plus élevés, vous le savez, en France, parce que les taxes sont aussi beaucoup plus élevées sur l'essence. En fait, il y a des taxes un peu plus élevées, surtout en France, hein, mais bon, ça c'est peut-être de culture, etc. Et c'est évidemment un indicateur qui est inquiétant. Deuxième point que je veux aborder avec toi, et puis après je te rends la parole, JP. Désolé, parce que je fais un gros monologue, mais je suis vraiment inspiré par le sujet. Je trouve ça un sujet hyper passionnant. D'ailleurs, j'invite les auditeurs, s'ils ont des opinions et des choses à dire, à nous les mettre dans les commentaires. Vous l'avez vu, on répond très rapidement. Le deuxième truc qui rend en fait les Canadiens, je pense, pas très contents quand même par rapport à la situation actuelle, c'est que oui, la croissance est là, mais je pense qu'aussi au niveau de l'accessibilité aussi du marché immobilier, ça commence à être inquiétant, tu vois. L'accessibilité, on peut la mesurer non seulement par les prix de vente en fait des propriétés, mais je trouve que la meilleure façon de le visualiser, c'est le prix de l'immobilier par rapport à un pourcentage de vos revenus bruts en fait. C'est combien le logement me coûte en pourcentage de mon budget. Et tu vois, ça fait en fait depuis 2008 que l'accessibilité est la plus basse en fait qu'on ait connue. Aujourd'hui, en fait, au troisième trimestre pardon, de 2021, donc là, tu vois, sur cet index-là, c'est pas encore sorti, on était à peu près à 37% du revenu brut du Canadien qui vient en fait
dans les dépenses de logement. Alors que tu vois, en 2009, il était qu'à 29%. Donc tu vois, c'est une augmentation qui est énorme et qui montre que bon, le logement coûte de plus en plus cher. Et c'est vrai que c'est quelque chose non seulement qui peut avoir un impact d'un point de vue électoral, si on raisonne de façon un peu cynique, mais qui a évidemment des conséquences, je pense, sur la vie des gens concrètement, tu vois. Exact. Puis tu sais, je pense que un des points si je peux faire un peu de pouce sur ce que tu mentionnais dans le premier point quand même, je voulais juste ajouter au niveau du système de péréquation, tu sais, les provinces qui ne sont pas avantagées par justement la croissance actuelle qu'on connaît par exemple au niveau des Comos, t'en as soulevé, tout ce qui est Vancouver, tout ce qui est l'Alberta et Terre-Neuve, ben tu sais, le Québec et le Canada n'y gagnent pas, mais ils gagnent avec la péréquation, ce qui est un sujet tu sais, politique énorme au Canada, donc il y a énormément de versements vers le Québec et vers l'Ontario qui sont faits, des provinces qui s'en portent beaucoup mieux lorsque justement la croissance économique canadienne et surtout, bien évidemment, la croissance des commodités se porte bien. Donc, il faut quand même le soulever. Le Canada, plus largement, quelque chose de relativement stable, et le Québec et l'Ontario s'en sortent quand même bien, même si le Québec, encore une fois, est très contre le passage de pipeline, de par le fait qu'on est, encore une fois, à 100% en grande partie avec l'hydroélectricité du fameux Hydro-Québec qu'on a déjà parlé. Donc, un point à soulever. Et le deuxième point également, là, juste pour faire du pouce sur la logique là, des dépenses plus largement, autant des Canadiens, mais on peut parler aussi d'un enjeu sur les dépenses du gouvernement. C'est beau avoir une croissance économique, c'est beau avoir une économie qui va à plein régime. On a également eu énormément de dépenses durant la pandémie et encore maintenant. Il y a des dépenses quand même assez significatives et les budgets du gouvernement fédéral canadien continuent à avoir énormément d'injections de fonds publics et beaucoup d'endettement. Donc c'est certain que c'est beau la croissance économique, mais ça ne vient pas, si on peut dire, corroborer le fait qu'on a quand même une dette qui est quand même assez considérable au niveau de la fédération. Pour vous donner quelques stats là, pour conclure, quand même assez intéressant, là, je voulais quand même vous soulever 2022, on parle d'une projection de PIB, au niveau de la croissance du PIB canadien, c'est 4,3%. Aux États-Unis, on parle de 2,8%, au niveau de l'Europe, 3%, au Japon, 2%, et la moyenne au niveau du monde, c'est 3,5%. Donc Canada, 4,3%, la moyenne projetée. Du reste du monde, 3,5, donc il faut quand même le voir. C'est de la projection, il n'y a rien qui confirme que ça sera ainsi, mais pour un pays développé, avoir une année comme 2022 avec un 4,3%, c'est quand même assez significatif. Ouais, c'est bon. Est-ce que ça va se maintenir? Bien évidemment, non. Comme on l'a dit, c'est simple, on l'a dit, en grande partie, l'économie canadienne va bien si les commodités sont élevées, si les commodités retournent à des cours qui sont un peu plus normales, mais le Canada redevient une économie axée sur des commodités qui font, c'est toujours un exportateur, mais bien évidemment, à moindre revenu, et toujours une industrie ou un pays de services, ce qui, dans tout pays occidentalisé, là, fait encore une fois un taux qui est dans du 2-3% à peine de croissance de PIB. Donc, c'est certain qu'il y a un petit peu le côté ambivalent, et c'est ce qui est triste en tant que Canadien, c'est toujours, lorsque l'économie se porte bien, ben, c'est souvent avec une dette environnementale et avec des débats sociaux, malheureusement, entre les différents habitants des provinces, de par la péréquation, qui deviennent envenimer là, les débats au niveau du Canada. Donc, c'est certain que ça ne sera pas parfait pour 2022, mais c'est quand même assez intéressant de porter et d'avoir en loupe, enfin, en tant que Canadien, l'économie canadienne a quand même quelque chose à envier à l'international au niveau de ses projections pour cette année. Là. Ouais, puis, ouais, si je peux permettre juste une dernière note, excuse-moi, là, parce que j'ai comme eu le décalage horaire, temporel avec Zoom, là, vraiment désolé, j'ai pas voulu t'interrompre, mais il y a un dernier point quand même que je trouve qui est important, c'est, tu l'as mentionné très rapidement et je voulais revenir là-dessus, c'est au niveau de l'endettement public. C'est vrai que ça commence à être une contrainte qui commence à peut-être à faire peur et qui doit mettre en perspective, si tu veux, les chiffres qu'on obtient, parce que c'est vrai que quand tu as un gouvernement qui a autant dépensé aussi, qui a été autant gourmand et généreux, en fait, on pourrait dire les deux ces dernières années, bah, c'est vrai que ça t'aide énormément si tu veux, à relancer la croissance, puisque aujourd'hui le Canada est parmi les 20 pays en fait les plus endettés au monde, hein, puisqu'on a un taux d'endettement public qui a atteint en fait en ce début d'année en fait 110% de notre PIB, ce qui est énorme alors que le Canada souvent tournait aux alentours des 70%, tu vois. C'était une année, 2 années très très chères, hein, si tu veux, pour l'économie canadienne où vraiment je pense que les billets ont tourné, la planche à billets a pas mal tourné. Je pense aussi qu'il y a eu aussi peut-être un manque aussi de contrôle, etc. du dépense. Enfin, tu vois, après ça c'est plus un C'était une débat. période électorale, souvenez-vous, hein, les élections canadiennes ont eu lieu l'année passée, donc on s'entend que c'était malheureusement presque normal qu'un gouvernement libéral comme celui de Trudeau présentement a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes sociaux pour aller chercher le vote lors des élections de l'année passée. Chose qui est très, qui a pu être effectivement critiquée évidemment plus
des côtés de la droite, enfin, bref, des droitards, là, on va dire ça comme ça. Là, mais... Et surtout connaissant les résultats finaux qui ont été absolument identiques, pour ceux qui s'intéressaient à notre épisode passé sur le Parlement canadien. Donc c'est certain qu'il y avait une petite réflexion là-dessus. Mais c'est pas normal, effectivement. Ouais, et ce qui est faux, c'est qu'on a atteint un endettement public qui est très proche de pays européens qui étaient considérés déjà comme des parias, entre guillemets, si tu veux, de l'endettement public, ont une tradition, si tu veux, d'endettement public beaucoup plus élevée. Je te donne un exemple, on n'est plus qu'à 3% de la Belgique, qui est à 113%, de la France, qui est à 116%, et qui avait tendance évidemment à avoir un déficit public beaucoup plus important que le Canada. L'Espagne qui est à 120, tu vois, même les États-Unis qui est à 133% de son PIB au niveau de son endettement. Bon, après, c'est un peu différent pour les États-Unis parce que depuis Reagan, il y a eu le programme de remilitarisation qui est très important, qui a coûté évidemment une fortune à cette époque-là, mais bon, c'était nécessaire pour réparer, si tu veux, l'industrie américaine, enfin l'armée américaine qui était vieillissante. Et tu vois, l'Italie est à 159%. Évidemment, nos grands amis, les Japonais, sont à 257%. Je ne voudrais pas oublier, évidemment, nos amis les Grecs qui sont à 207% de leur PIB. Donc, c'est-à-dire 2 années de génération de toute la richesse économique d'un pays juste pour payer ta dette, donc ce qui est quand même, évidemment, énorme. Donc, c'est quelque chose qui va être à discuter, puis voir comment on va permettre de repayer cette dette. On entend plus en plus dans les discours politiques, on ne va pas repayer la dette. Non, c'est malheureux, tu vas payer la dette, on le sait tous. On le sait tous. Donc, comment on va être capable de gérer ce fardeau de la dette? Est-ce qu'on va être capable de repayer sur 50 années, sur 60 années? Ce sera des débats, je te dirais, plus d'ordre politique, si tu veux, entre les décideurs qui verront exactement comment on peut avoir une politique efficace qui permet d'avoir des budgets balancés et qui nous permettent de repayer cette dette-là le plus tôt possible. Après ça, Sachant qu'on a un cycle économique canadien qui est présentement, comme on l'a dit, assez favorable, donc il y a des gains potentiels à faire en termes de repaiement de dette. On verra qu'est-ce qui va se passer. Encore une fois, mon espoir est plutôt limité sur le fait qu'on va s'en sortir avec moins d'endettement à la fin de ce cycle favorable pour l'économie canadienne. Mais bon, c'est mon avis personnel avec les décideurs politiques en place au Canada. Donc, c'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci tout le monde pour vos écoutes. Merci Gab, comme toujours, pour ta présence, malgré, encore une fois, les complexités qui impliquent le fait d'être sur 2 continents différents. Donc, toujours, je crois, l'épisode de la semaine prochaine sera également dans un format à distance, parce qu'on le fait toujours à distance, mais encore plus présentement. Également, à nouveau, là, si je peux faire le petit disclaimer de la fin, là, comme vous le savez, si vous avez des commentaires de par le fait que les fameuses plateformes de podcast n'ont pas vraiment d'excellentes zones pour commenter, allez les mettre sur YouTube. On remercie encore une fois l'auditrice qui a laissé un commentaire, donc un commentaire très pertinent et encore une fois, à nouveau, bonne réponse. Gab, là-dessus, on essaie d'être rétroactif à ce niveau. Sur YouTube, encore une fois, n'hésitez pas à aller mettre un pouce ou même un commentaire juste générique. Ce n'est pas une question, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et ça aide également au niveau de la recommandation sur YouTube. Et particulièrement, comme toujours, sur peu importe la plateforme où vous nous écoutez, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Overcast, etc. L'absence de commentaires n'empêche pas justement de pouvoir nous écouter et aussi de mettre je crois qu'il y a des étoiles ou un nombre de pouces, etc. Ils ont amélioré le système de rating, donc n'hésitez pas à aller mettre justement des étoiles ou des pouces ou peu importe quel est le système de l'application. Ça aide également aussi au niveau du référencement du podcast sur les plateformes. On sera à nouveau là la semaine prochaine comme toujours. On va vous faire un épisode quand même qu'on fait quelques fois, là, vous allez voir, et que je sais que vous appréciez énormément. Donc ça, on va le préparer. Mais d'ici là, et à nouveau, Gab, je te souhaite une bonne semaine et bonne semaine à tout le monde également. Salut tout le monde. Bye.